Merci Julien. Voilà, au nom du comité du Cercle des dirigeants d'entreprise, j'ai toujours le grand honneur de vous souhaiter la très cordiale bienvenue à ces lundis Penser Agir. Dans un petit moment, ce sera M. Genoux qui nous dira si la machine et l'homme sont compatibles, toujours compatibles, pas compatibles, parce qu'il faut en avoir peur. Enfin, ce sera la discussion de tout à l'heure. Mais auparavant, vous savez qu'on a piqué ce Penser Agir à un excellent ouvrage qui a été proposé par Xavier Comtesse, le remue-ménageur. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Et Xavier a créé cet ouvrage grâce aussi à la participation d'environ 56 contributeurs. Et ces contributeurs fantastiques que nous écoutons, c'est lundi soir. Alors la question usuelle, c'est Xavier, pourquoi avoir proposé à M. Genoux d'intervenir dans cet ouvrage? Alors, d'abord, Dominique est professeur au Valais, ce qui est assez rare. Je l'ai rencontré dans une conférence, on l'avait invité, etc. Il y a peut-être 5 ou 6 ans, lui, il doit peut-être se souvenir exactement de la date. Et on est devenus amis. Dominique est quelqu'un de très, très intelligent, qui adore ces questions d'intelligence artificielle depuis longtemps. C'était un des tout premiers qui faisait ça. Et voilà, et comme ça, il écrit dans les livres qu'on publie depuis plusieurs années. Et je crois que c'est non seulement un contributeur, mais c'est une personne qui fait du bien à toute l'équipe. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Xavier. Et puis je vous demande d'ouvrir, avant qu'il ne commence, Dominique Genoux, son intervention, vos micros pour un applaudissement déjà d'encouragement à ce stade pour M. Dominique Genoux en le remerciant d'être là. Merci beaucoup. Oh. Merci, le son fonctionne bien. Alors, Dominique Genoux, qui êtes-vous et à vous sur… Alors, je vais vous mettre, pour partager mon écran, parce que vu que j'ai préparé quelques jolis dessins, comme ça, je vais vous montrer qui je suis comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? Oui, 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 oui. Parfait, super. OK. Alors, le thème de ce soir, c'est est-ce que l'humain et la machine peuvent s'entendre? L'humain et la machine sont-ils faits pour s'entendre? Et puis, comme vous venez de l'évoquer, en fait, tout ça est parti d'un des articles qu'on a écrit dans le livre Penser agir de notre ami Xavier. Et donc, alors, il faut que je clique au bon endroit. Voilà. Alors, qui suis-je? Alors, quelqu'un qui a… Bon, comme vous avez vu, je suis plus si jeune que ça, donc j'ai le temps de parcourir un peu la planète. Et actuellement, comme l'a aussi mentionné Xavier, je suis professeur à la HESSO à Sierre, en informatique. Et puis, comme tout professeur dans une école technique, en fait, j'exerce plusieurs métiers. Alors, j'ai un métier de recherche et développement où j'ai un petit groupe où on fait justement du machine learning et de l'intelligence artificielle. Et puis, j'enseigne à différents niveaux aussi, que ce soit au niveau bachelor, master, à l'EPFL, au CAS. Et puis aussi, on essaye aussi de former en fait, les gens dans les entreprises parce qu'il y a un besoin en fait, de former les gens à ces nouvelles méthodologies. Et puis, ça permet comme ça un petit peu d'amener tout le monde à ces connaissances. Le fait d'être aussi professeur fait que j'ai aussi des activités extérieures comme impliquées dans des startups. Donc là, je vais en citer 2, Aero 41 et puis Data Story, qui sont 2 startups sur lesquelles on essaie de contribuer. Et puis, j'ai aussi le privilège maintenant d'être expert InnoSuisse, qui est intéressant parce que ça permet de voir un petit peu quel est le niveau en fait, de développement de l'économie et de l'industrie en Suisse. Et j'avoue que c'est très, très riche de voir un petit peu ce qui se passe, de voir où en sont les gens. Et puis, ça permet aussi de les aider à se développer. Donc, avec le temps, maintenant, ça fait pas mal de temps qu'on est impliqué dans l'industrie. Et donc, on fait de la recherche, on publie des papiers, mais on est aussi très impliqué
dans comment mettre dans l'industrie tous ces éléments, comment mettre ce qu'on appelle du machine learning ou de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Puisque je vais vous montrer un ou deux exemples peut-être rapidement ce soir, juste que vous voyez que c'est concret en fait. C'est pas quelque chose qui est perdu dans les nuages ou qui est contre nous. En fait, c'est quelque chose qu'on peut utiliser et puis qui a vraiment des conséquences pratiques. Voilà un peu pour qui je suis. Alors, si vous êtes d'accord, j'attaque la présentation. J'ai essayé de faire quelque chose de pas trop complexe. En même temps, comme je ne connais pas vos backgrounds, si c'est trop technique, vous me le dites. Si ce n'est pas assez, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de problème. J'essaie de faire quelque chose qui soit compréhensible par tout le monde. Donc, déjà, le premier problème qu'on a aujourd'hui, ou la première constatation qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que nous sommes capables, comme humains, de fabriquer une complexité assez grande. Et vous voyez, je vous ai mis sur le schéma là, sur la droite, en fait, quelle est la complexité, autant en puissance de calcul qu'en mémoire, qu'on est capable de fabriquer. Donc, on en arrive actuellement, en 2021, à être capable d'avoir la complexité de ce qu'on trouve dans le cerveau d'un rat, ce qui est déjà énorme. Hein. On n'est pas arrivé au cerveau humain, de loin, pas encore. Surtout dans tout ce qui est fonction supérieure. Mais on se rend compte qu'on a un potentiel là assez important. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui a fait la grosse avance en fait dans ce genre de domaine. Une des choses qu'on utilise beaucoup maintenant et puis qu'on souvent assimile à l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle aussi le deep learning, c'est notre analyse mathématique et notre compréhension mathématique de comment fonctionne notre cerveau. Et là, je vous montre un petit exemple assez simple. C'est quelque chose qui est vraiment utilisé beaucoup actuellement, où en fait, on a vous voyez, des couches interconnectées là, qui sont en fait des éléments mathématiques, mais qu'on peut représenter sous forme graphique comme celle-là. Et en mettant à l'entrée de ce système-là plein d'images de personnes différentes, on arrive à la fin en fait à classer ces gens et à reconnaître ces gens. On reviendra là-dessus un petit peu plus en détail, mais pas tellement, mais juste que vous compreniez le principe. Et ça fonctionne relativement proche de ce qu'est capable de faire notre cerveau. Et si vous voyez, si on regarde, en fait, si on va extraire de ce genre de système très compliqué, on va regarder un petit peu au milieu du système, qu'est-ce qui se passe. Vous voyez que c'est ce qu'on a sur la gauche, là, où on a en fait une analyse de ce réseau de neurones, de ce deep learning, qui part d'éléments simples à la base. Vous voyez qu'on a des traits, des barres, etc., puis qui commence à avoir des éléments de plus en plus complexes et qui fonctionnent de manière assez similaire à la façon dont notre cerveau fonctionne. Donc ça, c'est un des grands éléments qu'on utilise beaucoup maintenant. C'est une des approches d'intelligence artificielle, il y en a encore d'autres. Ce qui est intéressant dans ce genre d'approche, c'est qu'avec le même modèle qu'on a pu développer ici pour reconnaître, par exemple, des visages de personnes, on peut réutiliser une grande partie de ce réseau pour lui rapprendre d'autres choses. Donc, on peut apprendre d'autres éléments à reconnaître. Donc là, on a reconnu des personnes, mais on peut reconnaître des voitures, des éléphants. Enfin bref, on peut re-entraîner notre réseau pour qu'il apprenne à reconnaître d'autres choses. Et ça, c'est une faculté qu'on trouve aussi chez l'être humain. Et bon, on est là, on rigole un peu, et puis on se dit, oui, mais bon, on parle d'intelligence artificielle, mais finalement, déjà, on a de la peine à définir l'intelligence. Donc, ce que moi, je vous propose, c'est de ne pas vous redéfinir l'intelligence, parce que j'en serais bien incapable. C'est tellement complexe, en fait, il y a tellement d'aspects différents, que ce que je vous propose de faire, c'est d'extraire des traits d'intelligence qu'on comprend, et puis qu'on a été capable de peut-être imiter du côté de ce qu'on a appelé maintenant l'intelligence artificielle. En fait, c'est une sorte de compréhension de notre propre intelligence qu'on a pu transmettre dans les machines. Vous voyez que c'est des choses qui existent depuis longtemps déjà, hein, enfin longtemps, oui, en tout cas plus d'un demi-siècle, où on parle de systèmes. Au début, on parlait de systèmes experts, ça doit rappeler des choses à Xavier, en tout cas probablement à certains d'entre vous, où on commençait à avoir automatisé des prises de décision. Ensuite, on a commencé à avoir plus de données, donc on a commencé à faire ce qu'on appelle du machine learning et du deep learning. Je viens juste de montrer un petit exemple. Et puis, le temps avançant avec les données, notre apprentissage de comment fonctionne notre cerveau et aussi de comment on peut apprendre à une machine, on est arrivé à ce qu'on appelle du reinforcement learning. Donc, c'est l'apprentissage et de l'adaptation en même temps. Non seulement on apprend à reconnaître quelque chose, mais on apprend à s'adapter à de nouvelles règles. Et là, il y a quelques exemples très fameux comme le
le fameux jeu de Go, hein, où la machine a réussi à battre le meilleur expert. Puis on s'approche aussi d'une certaine autonomie, et je l'ai rajouté parce que c'est quelque chose qui est très, très à la mode actuellement. Donc, c'est l'autonomie d'action en fait, qu'on a et qui fait partie de notre intelligence, c'est d'avoir une certaine autonomie. Et on commence à le retrouver dans le système informatique et d'intelligence artificielle. Voilà un petit peu dans les concepts. On va revenir tout à l'heure peut-être en conclusion sur cette affaire-là. Une autre chose que j'aimerais bien mettre en avant, c'est que on est vraiment dedans là. C'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. On l'utilise tous les jours. Alors, dépendant de votre implication dans l'informatique et puis vos utilisations d'outils plus ou moins complexes, vous voyez que vous avez tous, je suis sûr, utilisé un des éléments que je vous cite là, entre Facebook, Instagram, Siri, c'est le système de reconnaissance de la parole de Apple. Shazam qui reconnaît de la musique, Google Lens qui reconnaît toutes les images que vous voulez. Vous avez juste à pointer avec votre smartphone n'importe quel objet, il va le reconnaître. DeepL, on en parlait juste avant la présentation. DeepL, qui est un traducteur automatique, hein, qui traduit en tout cas une vingtaine ou une trentaine de langues avec une qualité qui n'a jamais été vue avant et qui utilise ces méthodes-là dont je vous ai parlé. Donc, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est pas hier et c'est vraiment des choses qui sont en pleine production. Donc, on travaille déjà avec ça et on s'en sort relativement bien. On a aussi d'autres systèmes qui commencent à arriver. Alors là, on parlait de systèmes autonomes et ça se trouve aussi dans la robotique. Donc, la petite image à gauche, je suppose que vous reconnaissez le type de véhicule, donc, qui sont les plus avancés, hein, je dirais, dans l'autonomie complète d'un véhicule. Donc, ces Tesla qui ont vraiment beaucoup de machine learning et d'intelligence artificielle pour essayer de rendre une voiture autonome, qu'on n'ait plus besoin de la piloter. Alors, il y a encore quelques soucis, on est d'accord, mais ça progresse régulièrement. L'image la petite vidéo que je vous ai mis à droite ici, c'est une autre approche, c'est Boston Dynamics qui sont un peu les meilleurs au niveau automatisation. Et vous voyez que ce qu'on arrive à faire à un robot est juste absolument incroyable. Et c'est pas juste dans un laboratoire, ces machineries là, elles tournent de manière en production. Donc, ils viennent d'ailleurs d'être achetés par des Japonais. Mais vous voyez qu'on arrive à faire des choses extrêmement complexes et que c'est aujourd'hui. Hein, c'est aujourd'hui. Donc, une des conclusions, c'est les machines sont là, elles deviennent autonomes, elles deviennent de plus en plus intelligentes. Il faut travailler avec. Je vous ai mis là volontairement l'extrait d'un des talks qu'a fait Alec Ross. Je ne sais pas si vous connaissez Alec Ross. Alec Ross était le CTO de Barack Obama. Enfin, si on peut dire CTO, enfin le grand responsable de la technique de Barack Obama. Et là, il a fait une petite présentation à la fin de l'année passée. Vous voyez que ce que lui prévoit, hein, c'est que si on regarde la division du travail, en fait, dans le nombre d'heures dépensées, là, il parle des États-Unis, mais on n'est pas très loin derrière. Et vous voyez qu'il y a une inversion qui est en train de se créer entre le pourcentage d'heures dépensées par les humains et les machines entre 2018 et 2022. Donc, on est vraiment dedans, là. Hein, d'accord ? On est là-dedans et il ne faut pas l'ignorer. Je pense que les slides seront à disposition après. Hein, je vous ai mis quelques liens aussi, comme ça vous pourrez aller aussi voir les vidéos. C'est assez intéressant. C'est une interview qui est vraiment très intéressante. Alors bon, d'accord, là, jusqu'à maintenant, on parlait d'Américains, on parlait de choses très complexes, on parlait de produits finis qui, en fait, finalement, dont on est seulement les utilisateurs. Mais ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est qu'en fait, finalement, dans les entreprises, ici en Suisse, on a aussi ce genre de choses qui sont en train de se mettre en place. Et en fait, l'intelligence artificielle, moi je préfère appeler ça machine learning, parce que l'intelligence artificielle n'est juste qu'une partie de ça. On le retrouve dans toutes les dimensions de l'entreprise, hein, que ce soit du côté juridique pour faire du tri automatique de lois ou de l'extraction d'informations intelligentes des lois, dans les ressources humaines, avec des hauts et des bas, hein, il y a des choses qui se sont faites qui marchent moins bien que d'autres, n'empêche que la dynamique, elle est là et très très fortement. Dans le marketing, je vous montrerai un petit exemple, et puis dans les processus industriels, comme je vous ai montré là, je vous montrerai aussi en 2 exemples. Ce que j'ai essayé de faire, je ne vais pas faire trop long, mais c'est de vous montrer que c'est concret, c'est du concret ici en Suisse et en Europe maintenant, et puis que ce n'est pas seulement dans les grands pays hors de Chine. Et
pour ça, il faut aussi comprendre en fait ce qui se passe dans les entreprises actuellement. Donc, évidemment, quand on est à la direction d'une entreprise ou qu'on doit piloter une entreprise, on se retrouve à confronter, à donner en fait des informations de pilotage à notre système qui est en opération. Puis pour ça, il nous faut des indicateurs. Alors, très clairement, la plupart de ces indicateurs maintenant sont collectés par des systèmes d'information, donc on le fait de manière informatisée et numérisée déjà. Ça dépend des domaines, mais la plupart du temps, c'est le cas. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on collecte beaucoup de données. Et c'est justement ces données qui nous permettent de rajouter ces composants de machine learning et d'intelligence artificielle. Et c'est là qu'en fait, peut-être qu'il faut qu'on regarde un petit peu comment ça marche. On a beaucoup de données et c'est la base de tout. Donc, on n'arrive pas à entraîner un système intelligent sans avoir des données. Et vous voyez que dans ces données, en fait, il y a beaucoup d'étapes. En fait, je vous ai mis ça aussi pour que vous ayez les termes. Donc, on parle de données, on parle de data mining. C'est quand on a déjà nettoyé les données, on a extrait quelque chose. Vous voyez aussi qu'après, on parle de machine learning, c'est-à-dire qu'on essaie d'extraire des modèles, on essaie de classer, de prédire des choses à partir de ces données. Et puis, à partir de là, quand on met ensemble plusieurs systèmes, qu'on les rend plus ou moins autonomes, on appelle ça de l'intelligence artificielle. Alors, ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que toutes ces étapes, en fait, elles demandent des experts humains. Ce n'est pas autonome, le truc, ce n'est pas quelque chose qui se passe hors de nous. C'est le transfert d'expertise humaine qui permet d'arriver à améliorer ces systèmes. Et donc, on est de toute façon impliqué. Et une des grandes forces qui ressemble aussi aux humains d'ailleurs, c'est que nos systèmes, que ce soit du machine learning ou de l'intelligence artificielle, est capable d'apprendre de ses erreurs. Et c'est ça la plus grande faculté, je pense, la plus grande imitation en fait qu'on a réussi à faire avec ces systèmes-là, c'est qu'on peut corriger les systèmes. C'est-à-dire qu'il n'est pas parfait à la base, mais on peut lui apprendre à se corriger. Mais là aussi, il faut des experts humains. Donc on est vraiment quelque part, je ne dirais pas jusqu'en symbiose, mais en tout cas en interaction pour que ces systèmes fonctionnent. Et l'humain est loin d'être mis de côté pour ça, même si le résultat souvent de ces systèmes-là permet en fait de faire des choses que certains humains font ou certaines parties de leur fonction font. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est aussi le côté intéressant parce qu'il est très proche de notre façon de penser, c'est que ces systèmes, ils fonctionnent de manière itérative. On n'a aucun de ces systèmes qui existent actuellement qui a appris du premier coup. Et donc, on est obligé pour ça de collecter beaucoup de données, de recorriger, de réaméliorer, etc. Si je reprends l'exemple de Tesla, leur grande force, c'est d'avoir fait accepter à leurs propres clients d'enregistrer tout ce qui se passe dans leur propre véhicule pour pouvoir l'utiliser pour améliorer leur système. Sans ça, ça ne marcherait pas. Donc, on a ce côté-là qui est très, très fortement impliqué et puis qui est la base même, je dirais, de ces systèmes automatiques. Je vous montre juste un ou deux exemples. Je vais assez rapidement, mais juste vous montrer que c'est des exemples qui ont été tirés de projets qu'on a fait, donc on les connaît du début à la fin, pour vous montrer comment en fait on implique ça dans les entreprises. Là, le premier exemple, c'est une petite start-up qui est maintenant grande, qui s'appelle Sensimed, qui a été fondée à Lausanne, où leur projet de base, c'était de fabriquer un appareil médical qui est une lentille de contact, en fait, qui est capable de mesurer des variations de pression de l'œil pour essayer de déterminer une des maladies qui s'appelle le glaucome et qui touche énormément de personnes dans la population, dépendant des ethnies, et qui, une fois que, si on en découvre trop tard, en fait, elle est irréversible. Donc, l'idée, c'était d'arriver à pouvoir mesurer cette maladie-là à partir de ce capteur. Et donc, ce qui se passe, c'est que on met ce capteur-là 24 heures sur l'œil d'un patient, et puis après, on mesure ces variations de pression. À partir de là, en travaillant avec eux, la première itération qu'on a faite avec eux, c'était juste simplement de collecter l'information, de la rendre sûre et sécure, etc. Et puis après, on a commencé à prédire en fait la possibilité d'avoir du glaucome. On a commencé à faire du diagnostic. Alors bon, on a fait une ou deux itérations, vous voyez que ça a duré un certain nombre d'années, où à la fin, on a réussi à construire un système de machine learning qui était capable de diagnostiquer relativement bien cette maladie. Et puis, quand on discutait avec les médecins qui étaient spécialistes de ce domaine, au bout d'un moment, ils nous disaient « Ok, c'est super, bravo, vous faites ça, on ne savait pas le faire avant de cette manière-là. Mais nous, on utilise pas mal de paramètres, et puis finalement, ces paramètres nous permettent aussi de diagnostiquer le glaucome. » Nous, ce qui nous intéresserait, ce n'est pas simplement de le diagnostiquer, mais ça serait plutôt de prédire l'évolution de la maladie. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a refait une itération d'apprentissage
en rajoutant quelques données qu'on n'avait pas utilisées jusque-là, pour essayer de prédire la vitesse de l'évolution de la maladie. Et là, on s'aperçoit que justement, avec un certain nombre d'itérations, non seulement on arrive à diagnostiquer quelque chose, mais on arrive à prédire l'évolution. Et là, c'est devenu extrêmement important pour eux parce que selon la vitesse d'évolution, on doit opérer. Donc, c'est très, très invasif. Ou alors, on peut simplement administrer des médicaments. Donc, juste pour vous montrer comment ça fonctionne, en fait, ce genre de système. Et ça, c'est en production sur la planète. On a d'ailleurs découvert, en travaillant avec eux, qu'il n'y avait pas une maladie, mais il y en avait 4, et qui dépendaient, en fait, des ethnies, ils dépendaient des endroits où, en fait, ces problèmes avaient lieu. Et par exemple, les Japonais ont une façon de développer la maladie qui est très, très différente. Donc voilà, on découvre en plus en même temps là. Donc il y a toujours un retour vers l'homme et puis son savoir, même si on apprend des choses à des machines. Une autre qui est, alors là, beaucoup plus industrielle, puis beaucoup plus côté automatisation. Là, on travaille avec une entreprise suisse-allemande qui s'appelle Buller, qui fait du tri, qui construit des machines de tri alimentaire. Et ils avaient une gigantesque machine qui fait du tri de grains de riz. Le problème de cette machine, c'est qu'il leur fallait pouvoir contrôler la qualité en fait, de leur système. Et puis, ils le faisaient à la main jusque-là. Donc, c'était des gens qui contrôlaient ça. Vous voyez, il y avait cette espèce de plaque sur laquelle on mettait les grains de riz. Et puis, les gens, en fait, comptaient les bons grains des mauvais grains. Et c'est quelque chose qui a une énorme variabilité et qui posait vraiment un problème au niveau du contrôle de qualité. Donc là, nous, ce qu'on a fait, on a, sur ce coup-là, je vais vous montrer rapidement, je ne vais peut-être pas passer toute la vidéo, mais juste vous montrer comment ça marche. Ce que nous, on a rajouté ici, c'est qu'on a pris, donc c'est basé sur un smartphone. Hein. Donc avec un smartphone, on prend une photo de cette plaque et puis ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne directement, en faisant de la reconnaissance d'image très précise, quelle est la qualité des grains. Vous voyez que là où il y a des petits points rouges, c'est des grains qui sont cassés, c'est très important pour la qualité du riz. Vous voyez qu'il y a différentes couleurs et puis on a des grains qui sont acceptés, des grains qui sont rejetés. On a des grains où on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on doit faire avec. Et puis, voilà, en une demi-seconde ou une seconde, on a un résultat. Et ce qui était intéressant, c'est aussi pour ça que je le cite, c'est que, en fait, dans notre système, là, on avait une possibilité et on laissait la possibilité aux experts, donc aux gens qui faisaient des contrôles manuels avant, d'apprendre au système ce que nous, on avait mal reconnu. Donc, il reste, par exemple, dans les grains qui ne sont pas sûrs, là, des choses parce qu'on n'arrivait pas à reconnaître ça correctement. Donc, on interagit de nouveau entre l'humain et la machine pour arriver à améliorer le système. Et puis, finalement, le résultat, il est que tout le monde était très, très content parce que on a des résultats qui sont nettement plus précis, beaucoup plus rapides, et puis qui permettent à la fin, à la personne qui était l'expert de pouvoir donner une réponse qui est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est une autre interaction. Alors celle-là, je vous l'ai mis aussi parce qu'elle est très différente, elle a l'air très différente, mais finalement, elle utilise les mêmes méthodologies qui sont derrière. Là, on a travaillé avec une entreprise qui est une multinationale de Genève, qui vend, entre autres, des lames de rasoir, enfin des rasoirs jetables et ce genre de choses-là. Je ne vous citerai pas le nom parce que je pense que vous l'avez reconnu. On a travaillé avec eux, en fait, au niveau marketing, parce qu'ils essayaient de trouver ce qu'on appelle des tension points, c'est-à-dire dans la vie de quelqu'un, certains endroits ou certains moments où, en fait, la vie change et puis on a d'autres comportements, en fait, dans ce cas-là, marketing. Et vous allez voir, ça peut être assez particulier. Donc, on a utilisé en fait des tweets, Twitter que vous connaissez tous, c'est devenu très populaire ces derniers temps. Il y a même un président qui s'est fait interdire, c'est dire, et lui, il a abusé de ça beaucoup. Mais disons, voilà, il y a énormément d'informations qui est disponible sur Twitter. Donc, nous, on a extrait ces textes et ces informations et on a essayé de trouver dans ces tweets à quel moment un homme changeait en fait de façon de vivre, ou quelles étaient les possibilités de reconnaître sa chanson de vie quand il devenait nouveau papa. Et l'idée, c'était, est-ce que s'il devient nouveau papa, dans ce cas-là, évidemment, son comportement de vie change. Et puis, voilà, pour des grandes entreprises comme ça, c'est intéressant d'aller essayer de leur marketer un certain nombre de produits. Et vous voyez, je vous ai mis ça parce qu'en fait, ça, c'est les termes et les mots qui sont sortis en fait, de ces analyses de tweets. Et vous voyez qu'on peut faire des choses assez sophistiquées. Alors, pour eux, c'était très intéressant parce qu'ils n'avaient jamais pu faire ça jusque-là. Maintenant, ça reste quelque chose qui, pour moi, est quand même relativement flou. Bon, quand on parle de marketing, on parle vraiment d'un domaine assez spécial.
Et pour eux se contentent d'informations qui ne sont pas aussi précises que ce qu'on retrouve dans l'industrie, par exemple. Et pour vous montrer qu'on fait les choses extrêmement différentes et que elles sont là, elles sont utilisées. Et des entreprises comme Facebook ou bien comme Instagram ou bien comme d'autres utilisent ce genre de choses-là, en fait, pour profiler les gens. Ça, il faut le savoir aussi. Voilà. Le dernier que je vous présente, là, parce que je ne veux pas faire plus long, c'est quelque chose de beaucoup plus alors terre à terre aussi, où en fait, l'idée était de pouvoir prédire quelle était la production solaire. Là, on a travaillé avec une entreprise qui est une entreprise de distribution et de production électrique, et puis qui avait besoin, alors ce que vous ne savez peut-être pas, mais c'est que chaque distributeur électrique doit prédire quelle sera sa consommation du lendemain, parce que le réseau électrique doit toujours être stable, donc on doit pouvoir prédire les consommations et les productions 24 heures à l'avance. Évidemment, quand on rajoute du photovoltaïque, on rajoute des éléments qui sont non stochastiques, donc qui varient dans le temps, il faut pouvoir les prédire aussi. Là, on leur a donné un coup de main pour prédire quelle serait la production solaire du lendemain, en utilisant beaucoup de choses, entre autres la météo, l'orientation, etc. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au départ du travail qu'on a fait avec eux, il y avait 2 personnes qui faisaient ça à plein temps. Donc, leur travail était de prédire la production du lendemain. Et quand on a commencé à discuter avec eux, une des premières choses, c'est vous faites comment? Alors, ils nous ont montré un tas de choses qu'ils avaient au niveau chiffres. Mais ils disaient, on regarde dehors la météo, et puis selon comment les nuages ils arrivent, on se doute que peut-être il y aura la production. Donc, on a toujours cet échange comme ça entre humains, experts humains, et puis les systèmes informatiques. Voilà. Et puis, la dernière chose que l'avant-dernière, je voulais rajouter aussi, c'est que on a en fait un système d'IA, etc. Il n'est jamais tout seul, il est inséré dans un système d'information, sinon il n'a aucun intérêt. C'est un composant d'un système d'information, donc d'un système informatique. Et puis, il génère énormément de nouveaux métiers, en fait. Et donc, c'est un petit peu ça l'avenir aussi, c'est qu'on commence à voir arriver plein de gens qui maîtrisent ces éléments-là ou qui, en tout cas, sont plongés là-dedans. Donc, on n'est pas sans retour d'humain et on génère de l'emploi avec ça. D'ailleurs, on cherche beaucoup de monde dans ce domaine-là. Alors, nous, de notre côté, au niveau formateur, on essaye de les mettre en avant, on essaie de les former. Mais voilà, il y a du travail à faire de ce côté-là. Mais vous voyez que c'est une transformation, en fait, assez forte de notre société de ce côté-là. La dernière chose que je voulais vous dire, et puis c'est peut-être là qu'on va commencer le débat, c'est on parlait de cette intelligence naturelle et intelligence artificielle, puis on voit en fait qu'effectivement nos systèmes informatiques, etc., intelligence artificielle, apprennent de l'humain. Et puis nous, comme humains, on apprend aussi de ces systèmes-là. Et juste pour vous montrer, donc, vous savez ou vous ne savez pas peut-être, mais notre cerveau est construit de manière à ce qu'on ait ce qu'on appelle des cellules miroirs. Et ces cellules miroirs, en fait, elles ont cette capacité d'imiter. Quand vous avez quelqu'un qui vous regarde ou qui fait un mouvement, votre cerveau va imiter ce mouvement grâce à ces cellules miroirs. C'est une façon de se comprendre. Et c'est quelque chose d'extrêmement puissant dans notre cerveau. Et ce que moi, je m'aperçois justement en travaillant comme ça dans ces dialogues homme-machine, c'est que on est capable de faire ça. Et les machines sont un peu capables de faire ça. Je vous montre la dernière chose que j'ai trouvée hier. Si on reprend, vous vous rappelez, je vous ai montré toutes ces couches de deep learning, là, de réseau artificiel. Là. Si on reprend puis on extrait à certains endroits ce que le réseau est capable de fournir quand on lui donne certains composants, vous voyez typiquement là, on lui a donné comment lui comprend ce que c'est qu'un visage en hiver, en été et puis en hiver. Et vous voyez que même si ce n'est pas vraiment une image fixe, nous comme humains, on comprend, on voit la différence. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est similaire à notre façon de penser. Voilà un peu, c'était un petit peu comme ça que je voulais amener les choses. Alors, ouvrons le débat. Merci d'ouvrir vos micros pour un chaleureux applaudissement à ce passionné pour une conférence passionnante. Merci, merci. Alors, je vais arrêter le partage. Voilà. Formidable. Alors, je vais, vous savez, vous donner la parole à toutes et à tous. Mais avant que vous ne débutiez, permettez-moi de poser une question. Vous avez montré
une échelle montrant statistiquement aujourd'hui, nous utilisons à presque 30% la robotique et l'humain est encore là à 70%. En 2025, nous sommes à peu près à 50-50. Est-ce qu'on peut prédire quand les robots n'auront plus besoin de nous? Non. Un robot, en fait, tout seul, je pense pas qu'un robot seul ait vraiment un intérêt Alors après, c'est complexe parce que on se rend bien compte qu'on arrive à faire des tâches de plus en plus complexes à ces machines, qu'on essaie de les rendre un peu autonomes, mais elles n'ont pas d'âme. Enfin, j'entends, il n'y a pas d'existence en soi. Et là où vous ouvrez un sujet qui est intéressant, dont je n'ai volontairement pas abordé ce soir, c'est toute la partie éthique, en fait, et toute la partie psychologique et interaction. Il va falloir qu'on en parle. On va devoir le faire. On retombe dans des bons vieux sujets de science-fiction. Hein. Je ne sais pas si vous avez peut-être tous lu Isaac Asimov à l'époque, qui date déjà des années 50-60, hein, et qui parlait justement de ces lois qu'on devrait introduire dans nos machines pour éviter qu'elles se retournent contre nous. Après, on n'en est vraiment pas là pour l'instant, je pense. Permettez-moi de poursuivre quand même sur ce sujet, puisqu'on apprend à la machine même à reconnaître maintenant des images et à en fabriquer. De là à lui apprendre l'émotion, est-ce que c'est envisageable? C'est une extrêmement bonne question. Il y a des gens qui travaillent là-dessus actuellement et on s'aperçoit que ça devient très, très, très difficile parce que tout ce qui est émotion, tout ce qui est typiquement le sarcasme, hein, vous pouvez mettre la même phrase, si elle est prononcée d'une manière différente ou elle est dans un contexte différent, elle va dire complètement autre chose. On est très, très loin de pouvoir faire ça avec une machine. Encore. Ouais, pour pouvoir le faire, et c'est ça le côté peut-être le plus intéressant, c'est que pour pouvoir le faire, il faudrait qu'on le comprenne nous-mêmes. Parce que là, ce qu'on a été capable de faire, c'est de traduire ce qu'on a compris de nous-mêmes. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas très bien de notre propre intelligence. Hein, donc, ce sera difficile de l'imiter. Merci beaucoup. Alors, on va ouvrir le débat. Je vais peut-être vous donner la parole plus ou moins comme je vous vois sur l'écran. J'ai encore le choix, apparemment. Et Étienne Dufour, toi qui as travaillé depuis toujours avec l'humain, que penses-tu de tout cela et ton intervention? Et une question? Oui et non. Tu sais, j'ai commencé par les lampes. J'ai eu le premier transistor en main en 1949. En 1956, je suis devenu un spécialiste. En 1958, on a pris de vitesse les Américains pour faire une machine automatique qui était entièrement analogique et avec une mémoire magnétique. Je suis devenu professeur d'électronique. En 1972, il y a eu ce fameux début de microprocesseur. C'était pour les machines à laver. C'est Intel qui a fait ce premier cerveau, si on ose dire. Et quand dans les années 70, j'ai vendu les ordinateurs Wang, on avait 32 kilos de mémoire, et puis maintenant on a 32 gigas, on a 1 million de fois plus. Alors, la seule chose que j'ai prédit juste, c'est que on ne pourra pas faire des fréquences au-dessus disons 1 à 3 gigas parce que c'est la vitesse, la longueur d'onde de la lumière et ça représente 1 à 3 cm. Et ce que j'avais prédit et qui s'est fait, c'est qu'il ferait des microprocesseurs sous forme de cubes de manière à avoir des distances qui n'excèdent pas le centimètre ou qui sont dans l'ordre de grandeur du centimètre. Et comme ça chauffe très peu, mais quand on a des millions de choses qui chauffent très peu, ça fait du chauffement quand même. Donc maintenant, on vous vend les microprocesseurs avec ventilateur. On ne va pas vendre deux pièces séparées. Alors, merci Étienne. Vous avez une grosse, énorme minute, mais une minute quand même. Est-ce que tu aimerais poser aussi une question? Ça m'intéresserait cette évolution incroyable qui s'est passée, que j'ai vécue. Alors,
ma question, elle est dans l'ordre pratique. Quelle sera la limite finalement de l'automatisation du point de vue du coût entre l'être humain et la machine? Parce qu'on veut un rendement. Est-ce qu'il y aura une limite et quelle elle sera cette limite? Quelle tendance? Voilà ma question. Et vous comptez sur moi pour la réponse? Ça va être difficile, je ne sais pas. Maintenant, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Vous soulevez des choses intéressantes. C'est que on rentre dans le monde économique. Donc, si je vous repasse le slide la présentation d'Alec Ross que je vous enjoins à regarder, lui, il prétend que dans l'économie, la machine va remplacer l'homme pour un certain nombre de choses. Maintenant, j'en sais pas plus que vous, honnêtement. Et je ne m'avancerai pas dans ce genre de pronostic. Merci beaucoup. Tabea Herzl, vous êtes en Espagne là? Oui, je suis toujours en Espagne, oui. Ok, vous êtes une spécialiste quand même, vous travaillez. Est-ce qu'il y a une collaboration comme ça au niveau peut-être européenne sur ces recherches? Bon, cette dernière question, c'est très intéressante pour moi parce que je travaille de l'autre côté. Je travaille dans la diplomatie et la philosophie politique. En ce cas, ma question, c'est où commence la personne? C'est quoi la personne sur un point éthique, une question éthique, pas morale, pas sociale, pas automatisée, pas les questions sur les statistiques. Comme ça, pour moi, ce n'est pas une question de la vitesse du calculus. C'est une question en quel moment les machines ils sont capables de reconnaître, ou meilleur dit, de créer un dessin comme nous et de trouver remplir les écarts dans les dessins qu'ils ont créés pour les remplir avec les créations propres. Je crois qu'on ne cherche pas ça du moment, mais ça, c'est la grande différence entre le cerveau humain et la computation, comme ça. La AI, c'est toujours une computation très, très, très élaborée, mais c'est ça. Et je travaille avec ça dans ma vie professionnelle sur l'intelligence des négoces et des marchés, toutes les choses comme ça. Merci beaucoup, Tabea. Une réponse, Dominique Genoux? Pas directement dans le sens où là où on se retrouve à un carrefour, c'est la dernière image que je vous ai montrée, là où on voit qu'en fait, c'est vrai, c'est des mathématiques derrière et puis de l'électronique qui a calculé, balancé des poids. En bref, c'est de l'informatique. N'empêche que quand on regarde les images qui sont générées là, elles nous laissent très songeurs parce que quelque part, elles nous lient très fortement à ce que nous, on aurait fait. Et c'est cette différence-là qui est un petit peu, qui nous laisse un petit peu songeurs maintenant. Alors, jusqu'où on peut aller avec ça, je ne sais pas, mais on a en tout cas compris qu'on arrivait à imiter le fonctionnement de notre cerveau, en tout cas de base, tout ce qui est vision, audition, etc. Maintenant, les niveaux abstraits, on a bien à les comprendre déjà. Donc, Dominique, juste un petit ajout. Il y a un logiciel IA préparé par MIT qui s'appelle DALL-E, D-A-2-L-E. Et il faut absolument aller voir ça, Tabea, parce que lui, il dessine et il remplit. Oui, ce n'est pas la décision, ça, ce n'est pas le problème. Les machines, je crois, ils décident meilleur que nous. Parce qu'ils ont peut-être pas maintenant, mais ils ont une meilleure capacité de processer les informations. C'est la question, si tu as une décision ou ça c'est non et ça c'est aussi non, tu dois décider même aussi, parce que tu dois décider quelquefois dans la vie. C'est surtout toutes les questions éthiques, comme des questions dans la médecine, sur la vie et morte, dans la guerre, les questions comme ça. C'est différent parce que tu n'as pas un choix correct. Et je crois, c'est intéressant ce qu'a dit monsieur, Dominique
Pardon son nom. Dominique, ça va très bien. Genou. Avant, je crois, il y a déjà des développements des cerveaux organiques pour les machines. Je crois que c'est la grande différence parce que nous ne mettons pas des données dans notre cerveau. Notre cerveau, c'est organique et c'est réstructure chaque fois quand on apprend quelque chose de nouveau. Et quand les machines peuvent imiter cette forme de se développer, peut-être ils changent aussi la forme de prendre ce type de définition et détermination. Parce que le problème, c'est quand une personne fait une décision éthique, elle se définit à soi-même et à les autres. Et comme ça, c'est le développement de la personne par la décision éthique. Et la machine n'a pas le besoin de faire ça de moment. Oui, mais justement, peut-être que votre intervention au niveau de la question, si on veut être un peu plus... il y a la question finalement juridique. Lorsque la machine va devoir décider à la place de l'humain lors d'un accident, si elle fonce plutôt sur le jeune garçon qui est en train de passer ou sur la personne plus âgée, comment va-t-on imaginer de juger le comportement de la machine qu'on aura poussé à cette décision? Dominique Genoux, si je comprends un peu, Tabea. C'est le côté compliqué. On en est vraiment là. On en est là maintenant. C'est pas de la science-fiction. Si on prend les systèmes automatiques de Tesla, ils en sont à ce genre de problème-là. C'est-à-dire que si le système est autonome, il doit prendre la décision quelque part. Et il y a un gros souci de responsabilité parce que est-ce que c'est la personne qui a programmé la machine qui en est responsable ou est-ce que c'est la machine toute seule? Faut quand même pas oublier que même les plus sophistiqués de ces machines ont eu besoin de données. En fait, on parle de données. C'est ce qu'on lui apprend en fait qu'elle va finir être capable de faire. Et on a un autre exemple en parallèle de ça qui était le fameux système qui a été mis en place par Amazon pour sélectionner les dossiers pour des ressources humaines. Qu'on a découvert être raciste et sexiste. Pourquoi? Parce qu'en fait, les données qui avaient été introduites dans le système, il y avait plus d'hommes blancs que d'autres. Et donc, on a biaisé le système. Et on a ces problèmes-là tout le temps. Et en fait, on retombe là-dessus. Et c'est pour ça que c'est itératif. On apprend petit à petit. Mais la grosse question, alors là, ça serait justement à quelqu'un qui est dans l'éthique ou dans un juriste de décider si oui ou non on peut donner une responsabilité à une machine. Maintenant, si vous utilisez une arme, ce n'est pas l'arme qui est responsable de la mort, c'est vous qui avez tiré avec l'arme. Alors, on est un peu dans ce monde-là actuellement. Il va falloir peut-être qu'on consacre une soirée à ce débat sur l'éthique, Xavier, à voir. Alors, Alain Bernier, vous êtes dans la structure managériale, si j'ai bien compris. Donc, comment s'adapter à ce managing qui va changer? Est-ce que vous y pensez? Oui, alors d'abord, merci de m'accueillir ce soir, puisque c'est par Julien que je suis arrivé à ce débat ce soir. Je travaille surtout moi, je suis dans la partie RH et je m'intéresse beaucoup au sujet de leadership. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on nous parle beaucoup de systèmes experts, d'aide à la prise de décision. Et puis, il y a déjà eu des études qui montrent qu'il y a certains métiers qui seraient totalement protégés de l'intelligence artificielle parce que vous avez parlé tout à l'heure des émotions, de comment la machine reconnaît les émotions. Alors, est-ce que les leaders sont protégés de transition de métier parce qu'ils sont complètement en dehors de ces questions de remplacement, de remplaçabilité par l'intelligence artificielle? Et puis, est-ce qu'il y a eu des expériences intéressantes en matière de leadership et d'apprentissage du leadership par une machine? Alors, pas à ma connaissance, mais là, je ne connais pas tout, et surtout pas cette partie-là au niveau du leadership. Par contre, la question, moi, je vous la reposerai. Est-ce qu'on est capable de définir le leadership? Est-ce qu'on peut donner des caractéristiques qui sont suffisamment reproductibles du leadership pour décider si quelqu'un est plus leader qu'un autre? Alors, probablement qu'il y a une partie qui est objective. Donc, celle-là, on pourrait imaginer de l'imiter, parce que c'est ce qu'on fait, on s'imite nous-mêmes. Mais il y a tout un environnement assez complexe qui, justement, est
est plus diffus parce qu'il met ensemble énormément de compétences et de micro-décisions qu'on ne comprend même pas. En fait, on n'est même pas capable de les identifier. Donc, comment les modéliser? Parce que derrière ça, on a quand même on essaie de modéliser les choses quand on peut pas y aller au hasard. On retombe sur les sujets d'éthique et de responsabilité, mais on touche aussi au sujet de l'intuition finalement. Alors après, l'intuition ou la créativité, mais voilà, comment on apprend une machine à discerner à l'intérieur de sujets extrêmement fins, extrêmement articulés, extrêmement raffinés. Sans doute qu'il y a un gros travail de machine learning autour de ça, mais voilà, je me demandais s'il y avait eu des expériences, parce qu'on expérimente à peu près, j'imagine qu'il y a des laboratoires qui expérimentent tellement de choses aujourd'hui en intelligence artificielle, donc est-ce qu'on a tenté, bon, vous m'avez dit, vous ne savez pas, mais est-ce qu'on à ma connaissance, non, mais je pense que certainement, comme vous le dites, il y a certainement des gens qui ont essayé maintenant, sans résultat en tout cas, publié de manière claire, quoi. Mais peut-être que Tabea, alors, elle a peut-être plus d'informations sur ce sujet-là, vu qu'elle est plus de ce côté de… Merci beaucoup. Alors, l'un des avantages de ces conférences, de ces visioconférences, c'est que bien sûr, on peut réunir autant l'Espagne que la Suisse, que Neuchâtel, que la Pologne. Marek, tu es toujours en Pologne? Alors, Marek qui est dans l'hôtellerie, Oui. on peut se demander si tu calcules déjà comment remplacer tout ton personnel par des robots. Alors, comment ça sera payé? Qui va payer? Il ne coûte plus rien. Tout d'abord, je ne pense pas que ça soit gratuit. Il n'y a pas de choses gratuites dans ce monde. Mais oui, on remplace beaucoup de systèmes par l'intelligence artificielle. Commençons par le système de réservation, positionnement des hôtels. Tout ça, c'est des algorithmes qui, sans intelligence artificielle, ce ne serait pas possible. C'est autant que Google Maps, tous les hôtels sont positionnés d'une manière qui ne serait pas possible de le faire par les employés des hôtels. Tout d'abord parce qu'il n'y en aurait jamais assez. Ensuite parce qu'il y a des sentiments. Là où il y a des sentiments, il y a toujours des préférences, tandis que l'intelligence artificielle, elle n'en a pas. Donc, oui, on s'en sert de l'intelligence artificielle dans certaines mesures, mais par exemple, essayer de faire traduire un menu déjà dans une langue de suisse allemand en suisse romand par l'intelligence artificielle. Je vous assure, c'est impossible. Parce qu'il y a des particularités, qu'il y a des expressions qui ne sont pas connues. Il faudrait entraîner une machine à faire ça. Et puis, je ne pense pas que ce soit possible maintenant, à cette époque. Par contre, une question spécifique sur ta profession à Dominique Genoux? Est-ce que Dominique, est-ce que vous savez si est-ce que vous avez montré dans l'entreprise où il y a des métiers qui sont spécifiques dans cette, donc informaticien, beaucoup de positions qui sont, est-ce que vous croyez que ça va venir dans les hôtels aussi? Oui, je pense que vous avez aussi de l'informatique dans les hôtels. Oui, bien sûr. Vous avez de l'informatique, donc nécessairement. Donc après, ça dépend si vous êtes des utilisateurs de systèmes qui existent ou si vous voulez vous-même commencer à internaliser la chose. Je sais qu'il y a déjà pas mal de produits qui existent, qui justement, vous en avez cité quelques-uns, qui permettent de positionner les hôtels. Il y a déjà de l'analyse de sentiments. On appelle ça de l'analyse de sentiments, mais c'est assez basique. Hein, c'est l'analyse de la satisfaction des gens. Ça se fait énormément actuellement, hein, avec plus ou moins de succès. Bon, là, on a affaire à des textes courts, on a affaire à des contextes qui sont bien définis parce qu'on connaît le contexte. Donc, on peut utiliser des outils généraux, mais si vous voulez commencer à spécialiser pour votre type d'hôtellerie ou votre type d'industrie,
oui, on va devoir le faire. Et de toute façon, je pense que même au plus bas niveau, il va falloir des gens qui comprennent comment ça fonctionne, ne serait-ce que pour les faire fonctionner correctement. Parce que même si on a souvent affaire à des produits finis, c'est souvent des produits qui sont aussi assez complexes. Donc, il faut quelqu'un qui comprenne comment faire pour les faire fonctionner correctement, puis qui soit capable d'interpréter intelligemment aussi le résultat. C'est aussi peut-être l'autre chose qui fait l'interaction. C'est que pour l'instant, moi je dirais quand même qu'en majorité, c'est l'humain qui décide à la fin. On utilise l'outil comme aide à la décision, mais la décision, quand même, encore, la décision, c'est l'humain qui la prend. Heureusement. Oui, j'espère que ça restera comme ça d'ailleurs. À nous aussi de faire attention que ça reste comme ça. C'est-à-dire qu'on doit garder le contrôle. Merci beaucoup. Alors à nouveau, hein, ces pensées agir passent à une vitesse supersonique. Quelques personnes ne sont pas encore intervenues. Je vais les... Claude Guy. Oui, j'ai ouvert mon micro. Xavier, en entendant tes complices, à chaque occasion, il y a des expressions de crainte. Enzal en a exprimé une tout à l'heure, de savoir si la machine allait prendre le pas sur l'humain et si nous allions subir la machine. Et est-ce que cette attitude défensive nous prive en quelque sorte, et là je m'adresse à M. Genoux, est-ce qu'elle nous prive d'appel des utilisateurs qui vous demandent précisément de répondre, de faciliter leur vie? À un moment donné, n'y a-t-il pas un climat d'une meilleure confiance à établir entre l'homme et la machine et une expression, une définition des besoins? Et je prolonge ma question de la manière suivante. Vous vous trouvez à Sierre. Dans quelle mesure, dans la HES de Sierre et dans un canton dont les startups en ce moment, vraiment, il y a un esprit de start-up, il y a un esprit d'innovation dans le canton du Valais qui est particulier. Et d'autre part, nous sommes dans une région, dans cette région alpine, où les changements climatiques sont les plus importants, où l'augmentation de la température est la plus importante. Alors, lorsque vous vous trouvez à Sierre et que vous regardez votre environnement, est-ce que vous ne vous demandez pas ce que vous pouvez apporter sur un problème crucial qui est celui du changement climatique pour donner des réponses, pour donner des outils de travail qui soient motivants? Parce que lutter contre les changements climatiques, ça ne doit pas être un combat négatif. Et je trouve qu'à un moment donné, Xavier, l'initiative que tu as prise avec tes complices, vous comme intervenant, il faut arriver à positiver le tout. Alors depuis Sierre, quel regard avez-vous sur ce qu'on peut faire? Alors, vous posez une très, très bonne question parce qu'effectivement, on a beaucoup de projets sur lesquels on est impliqué dans ce domaine-là. Et un des tout premiers, je crois qu'une de mes toutes premières interventions, quand on a fait connaissance avec Xavier, c'était de parler de… Ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser toutes ces histoires de machine learning pour prédire le comportement de ces systèmes renouvelables. Donc, le but étant d'optimiser notre consommation électrique, notre consommation énergétique, en comprenant mieux comment le système il fonctionne. C'est des systèmes qui sont très compliqués, avec beaucoup d'entrées et de sorties. Et puis, pour essayer de moins consommer, donc d'améliorer, en gardant le même niveau de confort, mais d'améliorer le fonctionnement du système, donc de diminuer notre impact énergétique, eh ben, on a utilisé ça. Et ce qui est… Là, j'ai une petite histoire à vous raconter qui est très, très, très intéressante. Parce qu'effectivement, on est en vallée, Sierre, c'est déjà un petit peu la jungle. Mais quand on a commencé à parler de ce genre de système-là avec les distributeurs électriques, les tout premiers essais qu'on a fait, ils n'étaient vraiment pas chauds. Ça perturbait leurs idées de production, de stabilité. Ils ne voulaient pas parler de ça. Donc, on a fait un projet, on a monté un projet avec la Confédération suisse en Côte d'Ivoire pour produire un système autonome, donc avec des panneaux solaires, une batterie et puis un petit morceau de machine learning pour en fait essayer de prédire la consommation et la production et le stockage pour avoir un système autonome pour des villages qui sont vraiment hors de toute ressource électrique. Et en fait, l'idée, c'était de faire un système comme celui-là, intelligent, tout là-bas, pour qu'on puisse après montrer ici que ça marche. Alors, en fait, les deux choses se sont passées en même temps. Et je pense que c'est cette dynamique-là, et vous avez cité tout à l'heure le fait que il faut poser la question aux clients et puis leur demander si c'est utile. Et puis, je pense que c'est ça le fondamental. C'est des choses qui ne servent à rien, elles vont disparaître d'elles-mêmes. Par contre, si vous voyez, autant pour l'automobile que pour tous ces systèmes où on essaie d'optimiser les choses,
l'apport, il est grand, quoi. Donc, l'apport, il est intéressant. Le résultat, il est vraiment très clair. Donc, le résultat est vraiment probant. Je veux dire, on a économisé des mégawatts, en tout cas, si ce n'est pas des gigawatts sur les années maintenant, en ayant mis en place ce genre de système-là. Donc, oui, il y a une utilité. Et on peut le faire, on doit le faire. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse. La plupart du temps, c'est dans ce genre de choses-là. Vous le savez sans doute, le Valais a le plus grand projet de développement hydroélectrique, oui. Qui est extraordinairement audacieux, qui va provoquer quelques vagues chez des écolos dogmatiques, mais en même temps, cela ouvre des perspectives assez extraordinaires. Et ça me paraît intéressant le jour où l'utilisateur sera demandeur auprès de vous, précisément pour répondre à des questions auxquelles il est confronté et pour lesquelles il n'a pas forcément les meilleures réponses. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Déjà, maintenant, on a déjà anticipé un petit peu la chose. Ça vient gentiment. Je m'arrêterai à la HES de Sierre à l'occasion en montant. Bon, je vous propose de prendre rendez-vous. Hein. Je vais tenter de reprendre la main. Merci beaucoup. Nous voici à 1 heure du début. Quelques amis ne sont pas intervenus, mais je ne les vois pas non plus. Donc, par contre, s'ils peuvent venir pour la photo, c'est super sympa. Dominique Genoux, peut-être le mot de la fin pour cette conférence uniquement, bien sûr. Gardons l'espoir et gardons le côté positif, en fait. On est mis en cause parce qu'effectivement, on arrive à s'imiter soi-même de mieux en mieux. Hein. Le miroir, la réflexion dans le miroir devient de plus en plus précise. Mais bon, je crois qu'on a encore le contrôle des choses. Et moi, j'ai confiance dans l'humain. J'ai vraiment confiance dans l'humain. On a vu évoluer la société déjà dans beaucoup de domaines comme celui-là. J'ai confiance dans l'humain. Si les gens intelligents gardent le contrôle, ça devrait jouer. Ce qui nous fait peut-être un peu souci, c'est le si. Mais bon, c'est un... Non. On y reviendra. Xavier, tu veux terminer? L'IA a juste un problème. Ça marche à l'électricité. On pourra toujours couper le barrage, Claude. Merci. C'est pas si simple parce qu'on sait stocker l'électricité. Donc, ça sera pas si simple. Oui, bien sûr qu'on l'a au bon moment. Voilà. Et puis nous voici à la fin. Je vais demander d'applaudir Dominique Genoux, Xavier Comtesse et aussi Julien pour son intervention technique déjà. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup. Voilà, on peut arrêter l'enregistrement maintenant.